Bonjour et bienvenue à vous, pèlerins du web. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la période humaine qu'on appelle le Paléolithique. Notez bien que toutes les dates sont données en calendrier grégorien. Vous aurez à cœur de rajouter systématiquement 2000 ans pour avoir une date jusqu'au présent. Les dates de transition sont volontairement nettes et tranchées pour permettre une vision plus fluide de la chronologie. Il faut bien sûr pondérer ce fait et imaginer plutôt une fourchette de transition. Deux panneaux synoptiques viennent donner des précisions quant aux données chronologiques des ères géologiques et de l'évolution des primates. Il y a 4,2 millions d'années, Australopithèque fait son apparition en Afrique de l'Est. Australopithèque va former de nombreuses espèces, du Pliocène jusqu'au début du Pléistocène. Lucie, découverte en 74 en Éthiopie, est datée de 3,2 millions d'années. Elle connaît la bipédie, mais elle monte bien aux arbres. Son cerveau reste de faible volume, seulement légèrement plus gros que celui d'un chimpanzé. C'est en moins 3,3 millions d'années que l'on entre dans le Paléolithique, l'âge de la pierre taillée, à la fin du Pliocène, soit avant l'apparition du genre Homo. En grec, Paléolithique veut littéralement dire vieille pierre. Le Paléolithique est caractérisé par une économie de prédation. Les humains du Paléolithique sont des chasseurs-cueilleurs qui tirent parti des ressources disponibles dans la nature. La plupart du temps, ils sont nomades. Ils se déplacent au gré des saisons en fonction des ressources alimentaires disponibles. Outre la chasse et la pêche, le charognage était un moyen d'acquisition de ressources carnées au Paléolithique inférieur et moyen. La cueillette de fruits et de végétaux, le déterrage de tubercules et la récolte d'œufs représentaient l'essentiel de la cueillette. Le travail des métaux est inconnu au Paléolithique. Tout au long du Paléolithique, la densité de population reste très faible, 1 habitant pour 100 km². De surcroît, cette densité baisse pendant les périodes glaciaires, lesquelles sont caractérisées par un climat plus sec. L'humain a même failli disparaître lors du dernier maximum glaciaire vers moins 20 000. Le froid intense aurait été la cause de la divergence entre les ancêtres des populations de l'ouest et de l'est de l'Europe. Les populations européennes de chasseurs-cueilleurs connaissent alors un goulet d'étranglement très sévère. On estime la taille de population effective à moins d'1 millier d'individus. C'est Australopithèque qui nous fait entrer dans le Paléolithique, grâce à l'ingénieuse et révolutionnaire invention de la pierre taillée. Le plus vieil outil de pierre taillée découvert date en effet de moins 3,3 millions d'années. On peut dire merci à notre cousin. Le Paléolithique est subdivisé en 4 grandes périodes, correspondant aux grandes évolutions culturelles et techniques mises en évidence par les fouilles archéologiques. Les subdivisions du Paléolithique ne sont pas synchrones d'un continent à l'autre. Le Paléolithique commence par sa période archaïque en moins 3,3 millions d'années. Les industries sont le Meckvienne, les plus anciens outils préhistoriques connus, et Olduvaienne, par référence aux gorges d'Olduvai en Tanzanie. Les outils caractéristiques du Paléolithique archaïque sont des galets taillés. L'artisan oldovoyen prélève un bloc qu'il façonne rapidement en outil en enlevant des éclats sur une face ou sur les deux faces. La prédation est faite de charognage et l'on chasse de manière occasionnelle de petits animaux. Il y a 2,8 millions d'années apparaît le genre Homo en Éthiopie. La caractéristique de Homo est qu'il maîtrise totalement la bipédie, même s'il conserve une réelle aptitude à grimper aux arbres. En moins 2,58 millions d'années, on entre dans le Pléistocène, première période du Quaternaire. Et en moins 2,5 millions d'années, on atteste de la présence de galets aménagés, le style oldowayen. En moins 2,3 millions d'années, apparaît Homo habilis, contemporain des industries oldowayennes de pierre taillée.
L'industrie oldewayenne comporte des objets simples taillés généralement sur une seule face pour confectionner un outil, un galet aménagé, ou pour obtenir des éclats tranchants. Ces outils permettent de découper les morceaux de viande ou de casser des os. En moins de 2 millions d'années, Australopithèque disparaît. Plus aucun fossile d'Australopithèque n'est répertorié depuis ce moment. 100 000 ans plus tard, en moins 1,9 million d'années, apparaît Homo ergaster, qui adopte une bipédie exclusive. Homo ergaster est un descendant de Homo habilis. Le paléolithique archaïque s'achève en moins 1,76 million d'années, alors que commence le paléolithique inférieur. Les industries sont acheuléennes, taiassiennes, clactoniennes. Les outils caractéristiques sont des bifaces, des hachereaux, des épieux. La prédation est faite de charognage et l'on chasse à présent de gros animaux. En moins 1,5 million d'années, on constate un usage occasionnel du feu, sans foyer contrôlé, en Afrique, que l'on prélève sur un foyer préexistant. Et qu'on essaye de maintenir en permanence. En moins 700 000, le peuplement de l'Europe se renouvelle avec probablement l'arrivée d'Homo heidelbergensis, porteur de l'industrie acheuléenne. À cette époque, plusieurs espèces appartenant au genre Homo coexistaient en Europe et en Asie. L'une d'elles a évolué pour donner Néandertal. Néandertal apparaît en moins 450 000 en Europe, tandis qu'en Asie apparaît l'homme de Denisova. Néandertal est de corpulence souvent très massive et robuste. 90 kg pour 1,65 m pour les hommes, 70 kg pour 1,55 m pour les femmes. Certains individus auraient même atteint 1,90 m. L'ensemble de leur structure, os épais avec corticale développée, et leur attache musculaire laisse supposer une grande force physique. Leur anatomie est une adaptation au climat froid. En ce qui concerne le langage, au-delà de la présence ou non de l'os hyoïde, pour le préhistorien Jean-Paul Demoule, il existe plusieurs éléments permettant d'identifier dans la production d'objets des Homo erectus tardifs et des premiers néandertaliens les preuves de la présence d'un proto-symbolisme, indice probable d'un prélude de langage se situant entre les sons signifiants des chimpanzés et le langage de l'homme moderne. Néandertal utilise des pigments, se confectionne des parures, produit des lames, pêche, chasse les oiseaux. Ce sont de grands chasseurs, mais aussi des cueilleurs, des dattes en particulier. Néandertal enterrera ses morts. Des accumulations de crânes d'ours qui semblent disposés intentionnellement ont été interprétées comme le résultat d'un culte de l'ours. Il est difficile de démontrer qu'ils aient été cannibales. L'étude de sépulture penche plutôt pour un traitement post-mortem des dépouilles dans le cadre d'un rite funéraire. Néandertal et les hommes modernes ont probablement cohabité pendant plusieurs millénaires, même si aucune trace directe d'interaction n'est perceptible dans la culture matérielle. Les derniers néandertaliens disparaissent vers moins 27 000. L'extinction aurait été échelonnée dans le temps selon un gradient régional. Ce phénomène coïncide avec l'arrivée de groupes d'hommes modernes en Europe depuis le Proche-Orient à partir de moins 46 000, peut-être à la faveur d'un épisode climatique tempéré de la dernière glaciation. Ces hommes modernes, parfois appelés hommes de Cro-Magnon, sont porteurs d'une nouvelle culture matérielle appelée aurignaciens et caractérisée par la généralisation du débitage lamellaire, l'utilisation du percuteur tendre pour ces débitages et la fabrication d'outils en matière dure animale, notamment des pointes de saguet en os. Les Cro-Magnons de l'Aurignacien sont également présumés être les auteurs des plus anciennes œuvres d'art pariétal et de mobilier d'Europe.
La domestication du chien pour la chasse par ces hommes modernes correspond approximativement à la période de disparition de Néandertal. C'est en moins 400 000 qu'on domestique le feu avec foyer contrôlé. Ceci est attesté dans plusieurs régions du monde peuplées par des espèces humaines différentes. En 374 000, au cours du Pléistocène moyen, débute la glaciation de Rhys, dénommée d'après la rivière Rhys dans le sud de l'Allemagne. Son maximum est situé en moins 164 000, elle prend fin en moins 126 000. À cette époque, l'Afrique est peuplée par le futur Homo sapiens, l'Europe par l'homme de Néandertal et l'Asie orientale par l'homme de Denisova. C'est en moins 350 000 que commence le débitage du silex selon la méthode Levallois. Le paléolithique moyen débute il y a 300 000 ans par l'apparition de Homo sapiens en Afrique, le seul représentant actuel du genre Homo. Des espèces humaines distinctes peuplent les différents sous-continents de l'ancien monde. Homo sapiens en Afrique, Néandertal en Europe et au Moyen-Orient, l'homme de Denisova en Asie orientale et Homo erectus en Asie du Sud-Est. L'Amérique et l'Australie sont encore vierges de toute population humaine. La locomotion de Homo sapiens est exclusivement bipède. Son cerveau est plus volumineux, sa pilosité moins développée. Il existe une ménopause chez la femme, rare chez les autres hominidés. Du point de vue de l'éthologie et par rapport au reste du règne animal, Homo sapiens se distingue par la complexité de ses relations sociales, l'utilisation d'un langage articulé élaboré transmis par l'apprentissage, la fabrication d'outils, le port de vêtements, la maîtrise du feu, la domestication de nombreuses espèces végétales et animales, ainsi que l'aptitude de son système cognitif à l'abstraction, à l'introspection et à la spiritualité. Certaines de ces caractéristiques étaient partagées par d'autres espèces du genre Homo. Plus généralement, il se distingue de toute autre espèce animale par l'abondance et la sophistication de ses réalisations techniques et artistiques, l'importance de l'apprentissage et de l'apport culturel dans le développement de l'individu, l'ampleur des transformations qu'il opère sur les écosystèmes. La science qui étudie les êtres humains actuels sous tous leurs aspects est l'anthropologie. Celle qui étudie son évolution est la paléoanthropologie. Les industries du paléolithique moyen sont diversifiées selon la région. Mycokienne en Europe, moustérienne au Moyen-Orient, lumpambienne en Afrique centrale, attérienne en Afrique du Nord. Les outils caractéristiques de cette époque se font par débitage laminaire, par éclat levallois. On voit des grattoirs, des pointes retouchées, des pointes lithiques emmanchées. La prédation est toujours faite de charognage, bien que cette technique tend à être supplantée par une chasse plus fréquente de gros animaux. On constate un usage de l'ocre, en particulier pour un art pictural au pochoir, la main collée à la paroi servant de négatif à l'ocre expulsé par le souffle. C'est en moins 300 000 qu'apparaît Homo sapiens en Afrique. En moins 164 000, la glaciation de Rhys atteint son extension maximale. L'étage des neiges éternelles commence alors vers 1200 mètres d'altitude dans les Alpes occidentales et à 800 mètres dans les Vosges et la forêt noire. Les températures étaient nettement plus basses avec une continentalité plus marquée. Dans la région de Zurich, la température moyenne de l'été n'était que de 9 degrés et celle de l'hiver de moins 21 degrés. Le milieu est pauvre et l'homme se nourrit de coquillages et de bulbes. Homo sapiens disparaît d'Afrique, certains vont se réfugier en Afrique australe. La glaciation de Rhys prend fin en moins 126 000. Ceci marque la fin du Pléistocène moyen et le début du Pléistocène supérieur. Suit alors un optimum de chaleur qui va durer 11 000 ans. On parle d'interglaciaire Rhys-Würm. Des changements dans les paramètres orbitaux par rapport à aujourd'hui
plus grande inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et périgée de la Lune augmentée, connu sous le nom de cycle de Milankovitch, ont probablement entraîné des plus fortes variations thermiques saisonnières dans l'hémisphère nord, bien que les températures moyennes annuelles globales fussent probablement similaires à celles de l'Holocène. Les hivers de l'hémisphère nord ont alors été plus chauds et plus humides qu'aujourd'hui, bien que certaines régions particulières étaient légèrement plus froides. Les forêts remontent jusqu'au Cap Nord, aujourd'hui couvert par la toundra, au nord de la Norvège, bien au-delà du cercle arctique. Les feuillus comme le noisetier et le chêne poussent en Finlande. La limite entre les prairies et les forêts dans les grandes plaines des États-Unis se déplace plus loin à l'ouest au-delà du lieu actuel de Dallas. La température moyenne des océans aurait été de 2% supérieure à la moyenne actuelle, ce qui suppose des températures bien plus élevées sur les terres. On pense que dans le sud de la France, la température moyenne annuelle était de plus de 10 degrés supérieure à la moyenne actuelle. Le niveau de la mer monte de 6 à 9 mètres. Le Groenland devenu vert y contribue pour 10 à 30%. Cette hausse du niveau marin est due à une forte déglaciation, principalement des calottes glaciaires du Groenland et de celles d'Antarctique, mais aussi au gonflement thermique des océans. La Scandinavie devient une île en raison de la transgression marine et ou de l'envahissement par les eaux douces. Cette montée des niveaux touche de vastes régions d'Europe du Nord et la grande plaine de Sibérie occidentale. Homo sapiens revient alors d'Afrique australe vers le nord, profitant du regain de précipitations produit par le réchauffement climatique. Ce réchauffement marque ainsi la première expansion de l'homme moderne. Moins 118 000 marque la date des plus anciennes sépultures connues à ce jour au Proche-Orient. Elles sont attribuées à Homo sapiens. Moins 115 000 débute la glaciation de Würm. En moins 100 000, en Afrique du Sud et au Maroc, Homo sapiens entreprend ses premières manifestations esthétiques, blocs ou os gravés, coquillages percés. En moins 43 000 débute la dernière phase du Paléolithique, dit Paléolithique supérieur. Voilà 3000 ans que certains Homo sapiens ont quitté le Proche-Orient et font leur première incursion en Europe, en Asie centrale, en Mongolie et en Chine du Nord. Depuis moins 115 000 sévit la glaciation de Würm, mais en moins 46 000, voilà qu'elle marque un coup d'arrêt. On parle de l'interstade du Groenland, lequel va durer un millénaire, jusqu'en moins 45 000. Homo sapiens profite de ce réchauffement pour reprendre ses migrations. Il se dirige tout naturellement par voie de terre vers le Proche-Orient, où il semble avoir fait une première rencontre avec Néandertal. En moins 43 000, alors que le Proche-Orient est désormais bien colonisé, il entre profondément en Europe, où il retrouve Néandertal. Ces premiers sapiens européens sont appelés Cro-Magnons. L'homme de Cro-Magnon avait probablement une peau foncée, sans que l'on puisse dire s'il avait les cheveux crépus ou des traits négroïdes. Selon une étude paléogénétique publiée en 2016, basée sur 51 fossiles d'Homo sapiens européens datés entre moins 43 000 et moins 5 000, les populations européennes de l'époque de Cro-Magnon n'ont participé qu'à la marge, 15%, au patrimoine génétique des populations européennes actuelles. Car plusieurs vagues de peuplement postérieures venues du Proche-Orient ou d'Europe orientale ont par la suite profondément remanié la composition génétique des populations européennes entre le dernier maximum glaciaire en moins 20 000 et l'âge du bronze qui débute en moins 3400, effaçant à chaque fois une partie importante du fond génétique antérieur. En moins 43 000, au début du Paléolithique supérieur, on remarque des industries de transition en Europe comme l'Ulusienne et d'autres. Les industries plus caractéristiques de la période en Europe sont successivement aurignacienne, gravettienne, solutréenne, épigravitienne, magdalénienne, asilienne. L'industrie africaine est différente. On la nomme schistolienne. Les outils caractéristiques sont des lames retouchées. Grattoirs, burins, pointes de projectiles, outils en os et en bois animal, harpons, propulseurs, aiguilles à chat.
Le bois devait être utilisé fréquemment pour réaliser des épieux ou pour confectionner des manches. On assiste au développement de l'art pariétal, la grotte Chauvet, la grotte de Lascaux, et de l'art sculptural, les Vénus gravétiennes. En moins 33 000, Homo sapiens domestique le chien et s'en sert pour les besoins de la chasse. En moins 30 000, au début du Würm IV, second plénie glaciaire, sont inventés les premiers fours. Ils sont simplement, mais savamment, creusés dans le sable, et la température peut y atteindre 300 degrés. À cette température, on peut tailler le silex de manière fine pour en faire des éclats aux bords bien tranchants. On peut considérer cette date, moins 30 000, comme le début de l'industrie du couteau. En moins 27 000 disparaît le dernier Néandertal. Homo sapiens est désormais le seul représentant de la branche Homo. Disparaissent également l'homme de Denisova, l'homme de Flores et l'homme de Callao. En moins 22 000, c'est le début du Solutréen en Europe. En moins 20 000, c'est le moment du maximum glaciaire de la glaciation de Würm qui a pour conséquence une dépression démographique importante. À cette époque, la température moyenne de la mer Méditerranée au pied des Alpes varie entre plus 8 degrés en hiver et plus 11 degrés en été. En Europe, le climat est tellement rude que peu de populations réussissent à survivre. On estime entre 750 et 1500 individus seulement le nombre d'habitants au plus bas en Europe. C'est le cas des Vascons, des Basques, dans le versant espagnol des Pyrénées. Des populations arrivent également à survivre en Italie du Sud et dans les Balkans, Macédoine et Grèce. Un mot sur le cas du peuple vascon. Les Vascons sont des chasseurs-cueilleurs. Ils portent une espèce de bernuda et des plumes fichées dans des guêtres au niveau des jambes. Ils sont armés d'arcs et de flèches avec des pointes en silex. Ils ressemblent vraiment à des Indiens des steppes d'Amérique du Nord. Ils vivent dans des tipis, et pour faire des tipis, il leur faut un outil, l'aiguille. Pour fabriquer une aiguille, le Vascon taille puis polit un morceau d'os. Il fait un trou à son extrémité alors que l'autre extrémité est limée en pointe. L'aiguille et le cuir des peaux de bête, l'Europe est alors le continent des rennes, vont amener la fabrication d'un tas de nouveautés révolutionnaires qui amélioreront la condition humaine. Grâce à cet outil, l'aiguille, et à la matière première, le cuir des bêtes, on fabrique des vêtements chauds, des anoraks avec capuche, des outres en cuir avec lesquelles on peut transporter de l'eau. Les outres servent aussi de contenant mou pour faire des soupes. Pour chauffer le contenu, on introduit dedans des pierres chauffées au four. On peut ainsi arriver au point d'ébullition. Avec l'aiguille et les peaux, on peut aussi fabriquer des pirogues. Avec les os, on fait des outils. Et avec le reste, on se nourrit. C'est vraiment un mode de vie à l'amérindienne. Pour satisfaire tous ces besoins, le Vascon a besoin de 100 rennes par an. Quant aux 100 rennes, il leur faut 60 km² de territoire pour pâturer. Une famille, c'est alors 5 individus environ, ce qui nécessite 500 rennes par an, soit 300 km² de pâturage, c'est-à-dire une zone de chalandise importante. Ceci explique le maintien d'une faible démographie. Tout cela va être bouleversé avec la révolution mésolithique. Le paléolithique prend fin au Levant en moins 12 600, qui entre alors dans le mésolithique avec la culture natoufienne, dont la caractéristique révolutionnaire est la sédentarisation. Pour info et en avant-première, car nous verrons cela dans la vidéo 3 de cette série, il faut savoir que le terme de néolithique est réservé à une époque plus tardive, lorsque la domestication des plantes est avérée. En ce qui concerne la céramique, si celle-ci est employée pour réaliser de rares statuettes au paléolithique supérieur, son emploi pour la poterie et autres usages domestiques ne se généralisera qu'au néolithique. Alors la grande question est, que se passe-t-il en moins 12 600 ? Eh bien, nous verrons cela dans la prochaine vidéo.